Hey, bonjour tout le monde. Welcome everyone. It's my great pleasure to be with you today. Je vais continuer en français. C'est vraiment un honneur pour moi de présider ce symposium 50e anniversaire, soulignant le 50e anniversaire de l'IRCM. Juste pour me présenter, pour ceux qui ne me connaîtraient pas ou ne m'auraient pas reconnu dans les habits du dimanche. Je m'appelle Mathieu Ferron, je suis directeur d'unité de recherche ici à l'IRCM depuis 2013, mais je suis aussi un ancien de l'IRCM, un produit de l'Institut. J'ai fait mon doctorat ici, tournant des années 90-2000. Donc, je vais commencer juste avec les housekeeping announcements. Je vais les faire en anglais, comme ça tout le monde comprend. The symposium is filmed. So it's very important that during all the discussion or when the panelists are speaking, that you speak in a microphone. So whether it's this one or the one that will be available from two students here, Awais and no, it's not Yannick. So the two students that are there. The symposium is also broadcast in André Barbeau room and in 255 room across the hall. The coffee break will be in the hall and the lunch will be in the cafeteria. Donc maintenant, je vais débuter avec une brève présentation sur les débuts de l'IRCM pour mettre la table pour le symposium. Donc il y a 50 ans, nous étions en 1967. C'est une année marquante pour l'histoire de notre ville, Montréal, mais aussi dans l'histoire du Québec. Donc, 1967, on est en pleine révolution tranquille au Québec. C'est bien sûr, tout le monde se rappelle l'année de l'Expo, mais c'est aussi une année où plusieurs grandes structures de Montréal sont inaugurées, par exemple l'autoroute Bonaventure, où on voit ici le maire Jean Drapeau marcher, et l'échangeur Turcot, le pont Louis-Hippolyte Lafontaine. Donc, on peut dire en 1967 que le Québec entre vraiment dans la modernité, sans se tromper. 1967, c'est aussi une année riche en événements politiques, en fait, qui va marquer le pas pour les prochaines peut-être 30 ou 40 ans au Québec. Entre autres, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais on se rappellera de la fameuse visite du général de Gaulle, qui, le 25 juillet 1967, lançait sa phrase qui allait demeurer célèbre, « Vive le Québec libre », du haut du balcon de l'Hôtel de Ville de Montréal. Donc, en 1967, et aussi ça depuis quelques années, il existe aussi au Québec un contexte qui est propice au renouveau institutionnel dans le domaine de la recherche médicale. Donc, il y a d'éminents chercheurs québécois, dont Armand Frappier ici, Louis-Charles Simard, Paul David, et d'autres recrutés à l'étranger comme le professeur Anselli, qui fondent de nouvelles institutions de recherche dans la région montréalaise. Donc, c'est dans ce contexte de renouveau et de modernisation québécoise qu'est inauguré l'Institut de recherche clinique de Montréal. Donc, la construction de l'IRCM débute vraiment en janvier 1966 et est conclue en mars 1967. Un petit peu plus rapide que le CHUM de 2018. L'Institut est inauguré le 17 avril et un symposium spécial a lieu pour souligner l'événement. Ça, c'est l'Institut à son inauguration. L'immeuble comporte 2 étages de laboratoire ultra moderne au-dessus du rez-de-chaussée et une clinique. Mais la structure architecturale a vraiment été conçue pour permettre des expansions, donc des étages supplémentaires, comme on peut le voir aujourd'hui. À l'origine de la création de l'IRCM se trouve plus que du béton. C'est en fait, se trouve la volonté, la vision et surtout la persévérance d'un médecin, le docteur Jacques Genet. Donc, vous allez voir dans le film, le docteur Genet se décrit lui-même, et il le dit aussi dans ses mémoires, comme un nationaliste canadien-français, inspiré par le chanoine Lionel Groulx. C'est intéressant de noter que le docteur Genet, en fait, était le médecin personnel chanoine Groulx.
jusqu'à sa mort en 1967, qui a même administré sa succession, sa fondation. Nous verrons aussi dans le documentaire qui sera présenté dans quelques minutes que c'est après un séjour de recherche à l'Institut Rockefeller à New York au cours des années 1950 que le docteur Genet décide de mettre en place au Québec le même type de structure, un établissement autonome réunissant sous un même toit chercheurs fondamentalistes et cliniciens. Donc, il fonde avec l'avocat Marcel Piché une corporation en vue de créer ce nouveau centre de recherche. Le nom retenu à l'époque est Centre médical Claude Bernard. C'est le nom d'un des pères de la physiologie que le docteur Genet admirait particulièrement. Le centre, donc ici, c'est la loi qui crée le Centre médical Claude Bernard en 1952, donc avant la construction. Et on voit dans la description, dans le texte de la loi, que le centre doit comprendre une clinique avec des laboratoires d'analyse diagnostique et un centre de recherche pour l'étude des causes des maladies, de leur prévention, c'est intéressant, et de leur traitement. Donc, finalement, au fil des années, il y a eu quelques changements. Lorsque l'Institut physique est inauguré, en fait, le centre porte déjà le nom d'Institut de diagnostic et de recherche clinique en 1964. Et en 1986, le nom est changé pour le nom actuel, Institut de recherche clinique de Montréal. Donc, ça, c'est les documents constitutifs de l'IRCM qui viennent du gouvernement du Québec. Donc, il aura fallu pas moins de 15 ans, Dr. Genet, d'efforts continus avant de voir l'IRCM ouvrir ses portes. Donc, aujourd'hui, nous célébrons 50 ans, les 50 ans de l'IRCM. Ce symposium couvrira 4 époques distinctes de l'Institut. Nous avons la chance d'avoir 3 des 4 anciens directeurs scientifiques de l'IRCM, en plus du directeur actuel, qui ont accepté de nous présenter les points marquants de leur mandat respectif. Ils présideront chacun une session qui sera consacrée aux années pendant lesquelles ils ont dirigé l'IRCM. Les panélistes choisis pour chacune des sessions sont quant à eux et elles des chercheurs et des chercheuses qui ont été formés à l'IRCM et qui ont par la suite poursuivi des carrières florissantes au Québec ou ailleurs dans le monde. Malheureusement, le docteur Genet, Jacques Genet, qui a dirigé l'IRCM de sa création en 1967 jusqu'en 1984 et qui est aujourd'hui âgé de 98 ans, ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. Nous avons par contre la chance d'avoir avec nous ce matin le fils du docteur Genet. Sur cette photo de 1992, on peut d'ailleurs voir le fondateur de l'IRCM à votre droite, accompagné de son fils, le docteur Jacques Genet, qui était à ce moment un clinicien chercheur de la relève à l'IRCM. Le docteur Genet fils dirigea par la suite le laboratoire en génétique cardiovasculaire à l'IRCM de 1992 à 2000. Le docteur Genet, qui est cardiologue, est maintenant professeur de médecine à l'Université McGill et chercheur au Centre universitaire de santé McGill. Donc, le docteur Genet a aimablement accepté de venir nous livrer un témoignage sur le parcours de son père ce matin. Je l'inviterai donc à venir prendre la parole. Alors, je vous remercie, Dr. Ferron, puis merci infiniment de votre gentille invitation. Moi, les RCM, pas mal toute ma vie. Je me rappelle, en 67, j'avais 10 ans. Je vais en trouver le calcul pas très rapidement, j'en ai 60 ans aujourd'hui. C'était l'inauguration de l'IRCM avec le premier ministre Pierre Elliott. Alors, j'ai choisi plutôt de vous présenter qui était mon père, comme mené sa famille, sa vie professionnelle. Le nom Genet, on ne sait pas d'où ça vient. Plusieurs hypothèses, Plantage Genet, un arbrisseau jaune, petit cheval d'Espagne. Le point important, je pense, c'est que ça caractérise très bien le pays. Où le premier Jacques Genet est arrivé au Canada en 1665. On marie une fille du roi, 10 enfants. Jacques a laissé derrière lui 41 petits-enfants. Donc, la famille est grandie depuis. On ne sait pas d'où on vient. Les grands oiseaux migrateurs savent où ils ont atterri, pas d'où ils viennent.
Les parents de père de Jacques étaient Alfred Genet, 8 enfants, mais ils sont morts tous les deux précocement. Et c'est le père de mon père, donc Rosario Genet, qui a dû prendre soin de sa famille. Alfred était un menuisier, donc un homme relativement modeste, et il a réussi quand même à élever une assez belle famille. Et à son décès, c'est Rosario qui a pris soin de toute sa famille. Et plusieurs d'entre elles, Réna, Rosalba, Lucienne, travaillaient comme religieuses à l'hôpital Hôtel. Rosario a eu 3 enfants, Jacques, Jean et Guy. Dans une bonne famille canadienne-française, Rosario a réussi à devenir avocat et président du barreau du Québec. Donc, d'une existence modeste, a réussi à élever une sphère assez importante. Pour un père québécois qui a maintenant, il y avait 3 choix pour ses filles. La prêtrise, la médecine, le droit. Donc, on a eu docteur Genet, père Jean et maître. Alors, les 3 ont quand même assez bien. J'ai donné à mon père le 001 pour le Common Season, parce que je pense qu'il n'aurait certainement pas apprécié la bureaucratie à travers laquelle on doit passer maintenant. Il a été éduqué à Jean de Brébeuf, à l'Université de Montréal, qui l'a toujours fortement épaulé. Il a profité de plusieurs séjours pour aller passer des quelques mois à Harvard, où il a notamment appris l'anatomie et la physiologie. Il a fait une résidence en médecine et pathologie. Il considérait à ce moment-là la pathologie comme étant le fondamental de la médecine. Là où on apprenait vraiment la maladie. C'est peut-être trop tard, mais on apprenait bien la maladie. Il a fait ses premiers pas en physiologie rénale à Johns Hopkins. Il est retourné à Harvard pour apprendre la chimie organique. C'est un moment où la chimie organique et surtout des hormones stéroïdiennes explosent. Et il a fait un fellow de recherche à Rockefeller. Il a retenu de son séjour aux États-Unis une passion extraordinaire pour la recherche et un certain amour pour la générosité des Américains à ce moment-là. Comme jeune homme, il a décidé que sa carrière allait être en médecine et est rentré à la faculté de l'Université de Montréal. Et en 1951-52, s'est vu octroyer une petite bourse de recherche pour aller visiter tous les centres académiques européens. Il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, l'Europe se reconstruisait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont perdu leur infrastructure. Alors, par exemple, dans son voyage à Londres, pour sa chambre d'hôtel, il pouvait, pour quelques livres sterling, se louer un petit poêle à charbon, qu'il mettait en dessous de son lit pour se réchauffer. Parce qu'il n'y avait pas de chauffage central à ce moment-là. Alors, pas tout à fait les normes actuelles, mais enfin. Il a donc vu tout ce qui se passait dans les grands centres de recherche européens. Il a été fortement inspiré par le Rockefeller et a décidé de mettre au point une telle structure au Québec et au Canada. Il a été très inspiré des Américains et un des thèmes qu'il nous répétait très fréquemment, c'est « Keep your eyes on the stars and your feet on the ground ». Donc, vous pouvez rêver, rester au moins attaché à la réalité. Je pense que ce qui a beaucoup formé sa vie, c'est une foi chrétienne inébranlable. Papa était très, très fort croyant. Pour lui, la religion est extrêmement importante. Il a mis la famille au cœur de la société. Mais on pourrait penser être une ouverture d'esprit étroite était au contraire une énorme ouverture à la science. Et il a réalisé que la science, non seulement avait une possibilité incroyable, mais pouvait porter des enjeux qui a mené à créer, 30 ans, le premier centre de vie au Canada. Il était chanceux. Il a rencontré Estelle, ma mère. Ils sont mariés maintenant près de 64 ans. Ils ont toujours été ensemble. Ils ont eu 5 enfants. Papa est devenu néphrologue et endocrinologue, quelque chose qu'on ne peut plus faire maintenant. Mais il a toujours aimé combiner la physiologie humaine, donc l'aspect néphrologique, et l'endocrinologie avec tout. Il a reçu une douzaine de doctorats honorifiques, le prix Gairdner, compagnon de l'Ordre du Canada, le prix Stifel, et j'en ai relevé 50 autres dans son CV. Je n'en ferai pas part de tout. Les contributions les plus marquantes du point de vue peut-être administratif,
le premier département de recherche clinique au Canada en 1952. Il était le cofondateur du Canadian Society of Clinical Investigation, qui existe encore aujourd'hui. Il était le fondateur du Club de recherche clinique du Québec et le fondateur du Conseil de recherche du Québec, qui est maintenant devenu le FRQS. Il a retenu la somme de 3 millions de dollars en 1964 pour bâtir les RCM et a retourné au gouvernement près d'1 million de dollars, disant qu'il en avait eu assez pour construire. Suite à leur choc, les politiciens sont finalement revenus. Il a obtenu un autre 5,5 millions pour la phase 2. Ils avaient prévu, comme le mentionné Dr. Ferron, que la structure de l'institution pourrait accommoder un autre 3 étages, ce qui était remarquable à ce moment-là. En 1976, il créait le premier centre de bioéthique du Canada et j'ai regardé son CV, là, plus de 720 publications dans des journaux reconnus mondialement. On a déjà présenté cette photo-là, mais j'aimerais porter votre attention ici. Les bureaux de la direction comprenaient un petit labyrinthe où M. Michel Mandron, l'administration était là, de sorte que mon père pouvait aisément se défiler d'une extrémité à l'autre sans être vu. Et puis un ancien technicien m'a mentionné que jusqu'à 3 heures du matin, il travaillait avec Dr. Granger dans les anciens laboratoires. La salle animale était absolument abominable. Mon père l'a vu, il a appelé le technicien dans son bureau, l'a fait asseoir près de sa secrétaire pendant 4 heures de temps. Pendant ce temps-là, mon père allait de droite à gauche avec impunité. Il est revenu dans le bureau, il a dit « Bon, je pense qu'il a eu sa leçon ». Alors, je pense que si Dr. Roy vous fait attendre, là, vérifiez comme il faut, il peut être ailleurs. Dans les contributions scientifiques, j'en compte 4, qui ont été chacune d'entre elles remarquables. La première de ces travaux aux États-Unis, la relation entre le sodium, la rénine et l'aldostérone, sont maintenant un peu la base de notre compréhension du maintien de la tension artérielle. Il a travaillé beaucoup sur l'hypertension rénovasculaire et son traitement en utilisant les modèles physiologiques de Goldblatt, où il y avait par exemple un clip sur une artère rénale, voir ce qui arrive à la tension artérielle, et ça a beaucoup modulé le traitement de l'hypertension chez l'homme. Mais je pense que la plus grande contribution qu'on lui, malheureusement, attribue moins fréquemment, c'est le traitement de l'hypertension artérielle par une polypharmacie. Et donc, la plupart des patients qui ont une hypertension vont être traités en moyenne avec 3 ou 4 médicaments, chacun agissant sur un système différent. Il a quitté avec la découverte de la protéine atrial natriuretic peptide. Il avait postulé qu'il devait exister un facteur natriurétique, mais ne l'a jamais trouvé jusqu'à qu'il voit une publication par Dr. DeBold de l'Institut de cardiologie de Montréal, qui lui avait pris des extraits d'oreillettes et l'a réinfusé sur des animaux qui provoquaient une natriurèse importante. Il a réalisé à ce moment-là que dans l'oreillette du ventricule, il y avait cette protéine, enfin une substance qui causait une natriurèse profonde. Et avec Nabil Seda et Michel Chrétien, on réussi à isoler la protéine natriurétique. La plus grande fierté, clairement, c'était ces fellows. Plusieurs d'entre eux sont ici. J'ai eu la chance moi-même d'en avoir eu comme professeur. Dr. Gantin est ici, André Barbeau, Jean Davignon. Plusieurs d'entre eux étaient mes propres patrons. J'ai travaillé avec Ior Dirda. Dr. Touchifrine était toujours là, Pavel Hamet. Et il en a toujours parlé avec énormément de respect et d'amitié. Papa a une grande famille. À 95 ans, il y avait déjà 12 petits-enfants, 4 ou 5 grands-petits-enfants. Et malheureusement, papa est maintenant à l'hiver de sa vie. Mais je peux vous dire qu'il a été très, très fier d'être ici parmi vous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Genet, pour ce témoignage. J'inviterai maintenant Mme Isabelle Barry, la présidente de la Fondation de l'IRCM, à venir prendre la parole afin de faire une annonce respectueuse. Bonjour tout le monde. Good morning, everybody. Alors, merci
témoignage, Dr. Genet. C'est vraiment très touchant ce que vous nous dites à propos de votre père. Et dans cet esprit, le comité du 50e anniversaire a eu plusieurs activités cette année pour souligner les 50 ans de l'Institut. Et il a surgi une idée de rendre hommage à votre père, au fondateur de l'Institut, en créant une bourse. Il n'y avait pas actuellement à l'Institut. Et le moyen que l'on a choisi pour ce faire, c'est de profiter de la rénovation de l'auditorium pour offrir aux gens d'acheter un siège, de le nommer à leur. Alors, c'est le programme que l'on lance ce matin. Donc, c'est un programme qui s'appelle Mon siège, mon IRCM. Il s'agit donc de faire un don de 1 000 $, pleinement éligible à un reçu d'impôt. Et on va indiquer le nom que vous choisissez. Ça peut être le nom d'un laboratoire, ça peut être le nom d'un couple, ça peut être le nom d'une famille, ça peut être votre propre nom. Et donc, pour une période de 5 ans. Et tous les revenus, tout l'argent recueilli grâce à ce programme-là vont servir donc à offrir une bourse Jacques Genet. L'objectif ambitieux, c'est de vendre tous les sièges et ainsi d'avoir un revenu total de 122 000 $. On a 122 sièges pour pouvoir capitaliser cette somme-là et assurer une pérennité à l'avenir. Alors, on lance le programme aujourd'hui. Il y a à l'avant des enveloppes si vous souhaitez participer. On va aussi avoir des formulaires d'achat en ligne si ça vous intéresse. Et on espère qu'il va y avoir plusieurs personnes qui vont accepter de participer à ce programme-là pour rendre hommage au Dr. Genet. Alors voilà, le programme est lancé. Je vous remercie de votre attention. Bonne journée. Merci beaucoup, Isabelle. Je souhaiterais, par la même occasion, remercier le travail exceptionnel que poursuit depuis tant d'années la Fondation de l'IRCM et les membres du conseil d'administration de la Fondation. C'est certain que sans la Fondation, l'IRCM ne serait pas où on en est aujourd'hui. Donc, maintenant, on va passer à quelque chose d'un peu spécial. Je vais vous inviter à visionner avec moi un documentaire. C'est une vidéo qui a été produite en 1997 afin de souligner la remise du prix Armand Frappier au docteur Jacques Genet. Ce prix-là, il lui a été remis en 1996, donc il était le 4e récipiendaire. Pardon, le 4e. Le prix Armand Frappier est décerné depuis 1993 à une personne qui a mené une carrière en recherche, qui a contribué au développement d'une institution de recherche ou qui s'est consacré à l'administration et à la promotion de la recherche et qui, de ce fait, a su favoriser la relève scientifique au Québec. Donc, je pense qu'on peut dire que le docteur Genet a fait tout ça, et même probablement plus. Donc, lors de la remise du prix au docteur Genet, il a été souligné que, j'ouvre les guillemets, ce dernier est unanimement considéré par les membres de la communauté scientifique, tant québécoise qu'étrangère, comme le Québécois ayant le plus contribué à l'avancement de la recherche biomédicale au cours des 40 dernières années. Donc, il y a quelques mois, nous avons eu la chance, en quelque sorte, de redécouvrir ce film dont on ignorait l'existence et d'en obtenir une copie numérique. Donc, je suis heureux de pouvoir le partager avec vous aujourd'hui. À noter que le film ne sera pas rediffusé en simultané sur Facebook parce que nous n'avons pas les droits de rediffusion. Merci.